La police arrête une femme noire sans savoir qu'elle était directrice du FBI. La nuit était tranquille sur Washington, l'air tiède, les rues presque vides. Amara Lewis, élégante dans son tailleur sombre, sortait d'un restaurant après un dîner professionnel. Sur le parking silencieux, sa Tesla noire brillait sous la lumière des réverbères. Elle marcha calmement vers sa voiture, clé en main, quand un gyrophare bleu illumina soudain le bitume. Une voiture de police venait de s'arrêter derrière elle. « Bonsoir, madame », lança l'agent Brian Keller, la main posée sur son arme. À ses côtés, Derek Holman observait, méfiant. « Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici à cette heure ?» Amara leva lentement les yeux vers eux. Elle avait déjà vu ce regard, celui qui juge avant de comprendre. « Je vais simplement à ma voiture », répondit-elle posément. « Je sors du restaurant juste là. » Mais Keller fronça les sourcils, sa lampe braquée sur son visage. « Cette voiture est à vous ?» Amara inspira profondément. 20 ans de carrière dans les forces fédérales lui avaient appris à reconnaître ce genre de contrôle. Pas une vérification de routine, mais une suspicion déguisée. Ce soir-là, elle savait que quelque chose allait déraper. « Je sors du restaurant », répondit Amara d'un ton calme. « Ma voiture est juste là », ajouta-t-elle en désignant la Tesla garée à quelques mètres. Keller braqua aussitôt sa lampe torche sur son visage, la lumière blanche lui brûlant presque les yeux. « Cette voiture est à vous, une Tesla neuve, série S ?» demanda-t-il, une pointe de méfiance dans la voix. Amara soutint son regard. « Oui, officier. Et j'ai mes papiers. » Elle ouvrit lentement son sac à main, consciente de chaque geste, et en sortit son portefeuille. « Voici mon permis de conduire et mon insigne fédéral », précisa-t-elle en le tendant. Keller jeta un œil distrait, puis esquissa un rictus au cœur. « Une directrice du FBI, sérieusement, vous pensez vraiment que ça va marcher, ce genre d'histoire ?» Son coéquipier, Holman, s'avança d'un pas, la main crispée sur son arme. « Madame, placez vos mains sur la tête, immédiatement. »« Ce n'est pas nécessaire, » protesta Amara, la voix toujours mesurée. « Vérifiez simplement mon identité. Tout est en règle. » Mais Keller ne l'écoutait déjà plus. Il fit un signe de tête à Holman. Les deux hommes échangèrent un regard entendu, celui d'agent convaincu d'avoir affaire à une suspecte arrogante. « Main sur la tête », répéta Keller, plus fort. Amara hésita une fraction de seconde, puis obtempéra. Elle sentit la tension dans l'air s'épaissir, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Le métal froid des menottes claqua autour de ses poignets, serré plus qu'il ne l'aurait fallu. Un petit groupe de passants s'était arrêté à distance, intrigué par la scène. Des murmures s'élevèrent, quelques téléphones furent levés. Amara sentit les regards se poser sur elle, certains curieux, d'autres accusateurs. Keller prit son insigne dans la main, le tourna, l'examina avec un sourire sarcastique. « Belle imitation », murmura-t-il. « On vérifiera ça au poste. » Amara releva la tête, ses yeux sombres brillant d'une colère contenue. « Vous êtes en train de commettre une grave erreur, officier. »« Ce qu'on va voir, » répondit Holman sèchement en la poussant doucement vers la voiture de patrouille. Les menottes la blessaient, mais elle ne dit rien. Elle savait que la moindre réaction pourrait être utilisée contre elle. Dans le reflet de la vitre, elle vit son propre visage, celui d'une femme puissante réduite à une simple suspecte à cause d'un préjugé. Et au fond d'elle, Amara comprit que ce qui venait de commencer dépasserait largement ce contrôle de routine. Autour d'eux, la scène attira rapidement l'attention. Quelques clients du restaurant, intrigués par les gyrophares, s'étaient approchés. Des téléphones se levèrent, les lumières rouges et bleues se reflétant sur leurs visages. En l'espace de quelques secondes, l'humiliation d'Amara devint un spectacle public. Menottée, elle se tenait droite, refusant de baisser les yeux. La lampe torche de Keller l'éblouissait encore, comme s'il cherchait à la déstabiliser davantage. Elle entendait le cliquetis métallique de ses propres menottes résonner dans la nuit, un son qu'elle connaissait trop bien, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé subir un jour. « Avancez, madame », ordonna Holman la voix tendue. Elle obéit sans un mot. Chaque pas résonnait sur le bitume du parking désert, ponctué par les murmures du petit attroupement. Certains spectateurs filmaient avec curiosité, d'autres avec indignation. « Regardez-moi ça », souffla une femme dans la foule. « C'est une honte. » « Elle a sûrement fait quelque chose », répondit un homme sans conviction. Amara sentit une vague de colère brûlante monter en elle, mais elle la contint. Toute sa carrière, elle avait appris à ne pas réagir sous la pression. Le contrôle, c'était sa force, même lorsque tout en elle voulait crier. Holman la fit monter à l'arrière de la voiture de patrouille. Le claquement sec de la portière sonna comme une sentence. La lumière du parking disparut derrière la vitre teintée, ne laissant que le reflet de son propre visage, impassible mais marqué par la tension.
À l'avant, les deux policiers discutaient, inconscients de la gravité de leurs actes. Elles ont toujours des excuses, ces femmes-là, lança Keller d'un ton condescendant. Des voitures hors de prix, des histoires bien rodées, ajouta Holman en haussant les épaules. Tu verras, elle finira par admettre qu'elle a piqué cette voiture. Un rire bref, amer, retentit. Amara ferma les yeux. Les mots lui transperçaient la peau plus violemment que les menottes. Elle revoyait les années passées à grimper les échelons, à prouver qu'elle méritait sa place dans un monde d'hommes. Elle avait combattu les discriminations au sein même de son institution, croyant naïvement que la compétence finirait par faire taire les préjugés. Et pourtant, ce soir-là, elle n'était plus une directrice respectée, mais juste une femme noire au volant d'une voiture de luxe. Les pneus crissèrent, la voiture s'éloignait du restaurant, laissant derrière elle les murmures et les flashs des téléphones. Le centre-ville s'effaçait peu à peu dans la nuit. Amara rouvrit les yeux, observant les reflets des gyrophares danser sur le tableau de bord. Son esprit, lui, restait calme, analytique. Elle savait déjà que cette arrestation n'allait pas simplement s'effacer au petit matin. Non, ce moment, cette scène d'humiliation publique, deviendrait le déclencheur de quelque chose de bien plus grand. Un changement, inévitable. Le commissariat, baigné dans une lumière blafarde. Les néons grésiliers au plafond, projetant sur les murs gris des ombres déformées. Amara Lewis fut conduite à travers un long couloir silencieux, les menottes tintant à chacun de ses pas. Les rares agents présents levèrent un instant les yeux, intrigués par la femme élégante escortée par deux policiers nerveux. « Salle 3, ordonna Holman. Keller ouvrit la porte d'une petite pièce glaciale. Une table métallique, deux chaises, une caméra dans un coin. Amara s'assit sans résistance, les poignets meurtris par les menottes. Keller s'installa face à elle, les coudes sur la table, un sourire ironique au coin des lèvres. « Alors, Madame Lewis, on va arrêter le jeu, d'accord, à qui appartient vraiment cette voiture ?» Amara soutint calmement son regard. « Je suis Amara Lewis, directrice du FBI. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Keller éclata d'un petit rire incrédule. « Directrice du FBI, vous avez de l'imagination, je vous le concède. » Holman, lui, semblait moins sûr. Il détourna les yeux, gêné. « Je vais vérifier, » dit-il simplement avant de sortir. Le silence retomba. Amara resta droite, digne, tandis que Keller la fixait comme une suspecte prise en flagrant délit. « Vous savez ce qui arrive aux gens qui se font passer pour des agents fédéraux ?» lança-t-il d'une voix plus dure. « C'est un crime fédéral. Je connais la loi mieux que vous, » répondit-elle froidement. « Et c'est précisément pour ça que je vous conseille de vérifier votre base de données immédiatement. » Keller allait répliquer, mais la porte s'ouvrit brusquement. Holman réapparut, livide, tenant une feuille imprimée d'une main tremblante. « Brian, viens voir ça. Tout de suite. » Keller se leva, agacé, prit le document et son visage se figea instantanément. La couleur quitta ses joues. Bon sang, un instant plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était le capitaine Marcus Reed en personne. Grand, la mâchoire serrée, il entra d'un pas rapide. Ses yeux se posèrent sur Amara, puis sur ses menottes. « Directrice Lewis, » articula-t-il, blême. « Mon Dieu, veuillez accepter nos plus sincères excuses. » Il s'empressa de retirer lui-même les menottes, ses mains tremblant légèrement. Amara massa ses poignets endoloris, puis leva les yeux vers lui. « Ce n'était pas une erreur. Capitaine, » dit-elle d'une voix ferme mais contenue. « Ce que vos agents ont fait ce soir, c'est un abus de pouvoir, motivé par des préjugés. » Le silence tomba dans la pièce. Keller et Holman restèrent figés, incapables de soutenir son regard. Et à cet instant précis, chacun d'eux comprit que leur carrière venait de basculer. Le lendemain matin, la nouvelle explosa comme une bombe. Les chaînes d'information en continu diffusaient la même vidéo, tournée par un témoin la veille, la directrice du FBI menottée par deux policiers, humiliée sous les gyrophares. Les titres s'enchaînaient sur les écrans, une directrice du FBI, arrêtée à tort, les réseaux s'enflammant. Discrimination au sommet de l'État. En moins de 24 heures, la vidéo dépassa les 5 millions de vues. Les commentaires s'enflammaient, les hashtags F-Justice, pour Amara et S, profilage racial prenaient d'assaut les réseaux sociaux. Des débats éclataient à la télévision, des experts s'indignaient, des politiciens exigeaient des comptes. Au bureau du maire Elias Grant, l'atmosphère était électrique. Les conseillers entraient et sortaient en trombe, les téléphones sonnaient sans arrêt, la presse campait devant l'hôtel de ville. Le maire, costume froissé et regard cerné, tournait en rond dans son bureau. « Deux policiers viennent de ruiner la réputation de toute la ville », hurla-t-il, frappant du poing sur la table. « Vous vous rendez compte du désastre d'image ?» Son chef de cabinet tenta de le calmer. « Monsieur le maire,
la directrice Lewis a accepté de venir. Elle veut s'entretenir avec vous ce matin. » Grant se figea. « Quoi? Elle vient ici? » Après tout ça, quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Amara Lewis entra, impeccable dans son tailleur noir, suivi de 2 conseillers fédéraux. Le silence tomba aussitôt. Même les flashs des photographes, postés à la porte, semblèrent se figer un instant. Le maire fit un pas vers elle, la main tendue, un sourire crispé aux lèvres. « Directrice Lewis, au nom de toute notre administration, je tiens à vous présenter nos plus sincères. Épargnez-moi les excuses, monsieur le maire, » coupa Amara d'un ton ferme. « Je ne suis pas ici pour des mots. Je suis ici pour parler de solutions. » Un murmure parcourut la salle. Elias Grant avala difficilement sa salive avant de désigner une chaise. « Bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. » Amara prit place, droite le regard perçant. « Ce qui s'est passé hier soir n'est pas un incident isolé, monsieur le maire. C'est le symptôme d'un problème plus profond, enraciné dans vos services. » Le maire se passa une main sur le front. « Je comprends votre colère, mais ce n'est pas de la colère, l'interrompit-elle. C'est de la détermination. Parce que ce que vos agents m'ont fait, ils le font chaque jour à d'autres. La seule différence, c'est que moi j'ai les moyens de me défendre. » Le silence fut total. Et dans ce silence, Amara Lewis venait d'annoncer qu'une tempête bien plus grande venait de s'abattre sur la ville. Autour de la grande table ovale, l'atmosphère était lourde. Les rideaux tirés filtraient la lumière du matin, et l'air semblait chargé d'électricité. Face à Amara Lewis, le maire Elias Grant, le chef de la police Sofia Ramirez et plusieurs conseillers municipaux échangeaient des regards nerveux. Ramirez prit la parole, d'une voix prudente. « Nous avons suspendu les agents Keller et Holman, madame la directrice. Une enquête interne est déjà en cours. » Amara croisa les bras. « Suspendu, ce n'est qu'un début, chef Ramirez. Et une enquête interne ne suffit pas. Cette affaire dépasse la simple faute individuelle. C'est le système tout entier qu'il faut réformer. » Grant soupira, essayant de temporiser. « Directrice Lewis, nous comprenons la gravité de la situation, mais il faut du temps. L'opinion publique est déjà en ébullition. » Amara se pencha légèrement en avant. « Le temps, monsieur le maire, est précisément ce que vous n'avez plus. Chaque heure qui passe sans action alimente la colère et détruit la confiance. » Elle sortit un dossier de sa serviette en cuir et le posa devant elle. « Voici ce que je demande. 3 mesures concrètes, immédiates. » Elle leva un doigt. Premièrement, une révision complète des protocoles d'interpellation. Toute forme de profilage racial doit être explicitement interdite et sévèrement sanctionnée. Son deuxième doigt se leva. Deuxièmement, une formation obligatoire pour l'ensemble de vos forces de l'ordre, axée sur la lutte contre les biais inconscients, la gestion des conflits et le respect des droits civiques. Enfin, elle leva le troisième. Troisièmement, la création d'une commission citoyenne indépendante, dotée de pouvoirs réels, pour superviser les plaintes et enquêtes liées à des abus policiers. Un silence pesant s'installa. On entendait seulement le bourdonnement d'un projecteur et les murmures de la foule dehors. Le maire Grant pâlit. « Vous demandez l'impossible, directrice. Ces réformes prendraient des mois, peut-être des années. » Amara le fixa droit dans les yeux. « Non, monsieur le maire. Je n'exige pas l'impossible. J'exige le nécessaire. » Ces mots résonnèrent comme une gifle dans la salle. Ramirez détourna le regard, visiblement secoué. Grant, lui, s'enfonça dans son fauteuil, conscient que cette femme ne reculerait pas. « Vous avez une semaine pour me présenter un plan d'application, » conclut Amara en se levant. Puis, d'un ton calme mais tranchant, « La différence entre une crise et une transformation, monsieur le maire, c'est le courage de changer avant d'y être forcé. » Et en quittant la salle, elle laissa derrière elle un silence chargé d'une promesse. Le changement venait de commencer. 6 mois plus tard, la ville entière retenait son souffle. Le procès des ex-agents Brian Keller et Derek Holman s'ouvrit sous une couverture médiatique massive. Devant le tribunal fédéral, des centaines de citoyens s'étaient rassemblés, brandissant des pancartes « Justice pour tous », plus jamais ça. Dans la salle d'audience, chaque siège était occupé. Les caméras retransmettaient en direct, et la tension était palpable. Les 2 anciens policiers, en costume sombre, gardaient la tête baissée. Leurs visages semblaient vieillis, rongés par des mois de silence et de honte. Le juge Harold Jennings, une figure respectée du barreau, entra sous un silence religieux. Sa voix grave résonna dans la salle. Ce tribunal reconnaît les accusés coupables d'abus de pouvoir, d'arrestation illégale et de violation des droits civiques fondamentaux. Il marqua une pause, son regard glissant sur les 2 hommes. Les forces de l'ordre ont pour mission de protéger, non d'humilier. Et lorsqu'elles oublient ce principe, c'est la démocratie elle-même qui vacille. Un murmure parcourut la salle.
Le verdict tomba comme une lame, les accusés sont condamnés à une interdiction définitive d'exercer toute fonction policière ou publique, ainsi qu'à des travaux communautaires dans des programmes de réinsertion civique. Keller serra les poings. Holman, lui, ferma les yeux, écrasé par le poids de ses actes. Au fond de la salle, Amara Lewis observait la scène en silence. Elle n'était pas venue en uniforme, ni sous les projecteurs. Elle portait un simple manteau sombre, presque invisible parmi la foule. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Son visage demeura impassible. Ce moment n'était pas une revanche, c'était un message. Un rappel que la justice, parfois lente, finit toujours par rattraper ceux qui croient en être au-dessus. Alors que le marteau du juge frappait la table, scellant le verdict, Amara se leva. Autour d'elle, la salle éclata en applaudissements. Mais elle, sans un mot, quitta la pièce, droite et silencieuse. Dehors, le vent d'automne soufflait fort sur les marches du tribunal. Amara inspira profondément. Ce jour-là, elle sut que le combat ne faisait que commencer, pas contre deux hommes, mais contre un système qu'elle avait juré de transformer, une vérité à la fois. Les réformes qu'Amara Lewis avait exigées quelques mois plus tôt dépassèrent bientôt les frontières de la ville. Ce qui n'était d'abord qu'une crise locale devint un mouvement national. Sous la pression médiatique et citoyenne, 27 services de police à travers le pays adoptèrent de nouveaux protocoles d'interpellation. Les formations sur les biais raciaux devinrent obligatoires dans plusieurs États. Les commissions citoyennes, d'abord critiquées, commencèrent à jouer un rôle clé dans la transparence des enquêtes. Mais le changement ne s'arrêta pas là. À Washington, une proposition de loi portée par un groupe bipartisan fut déposée au Congrès. Son nom fit rapidement le tour des médias, Loi Lewis sur la responsabilité policière. Le texte prévoyait des contrôles indépendants sur les bavures, une base de données nationale des agents sanctionnés et des sanctions renforcées en cas de profilage racial. Pour la première fois depuis des décennies, le pays semblait prêt à regarder ses propres failles en face. Lorsque la loi fut débattue à la Chambre, Amara assista discrètement depuis les gradins. Elle n'avait pas cherché la gloire, mais le symbole portait son nom. Et cela suffisait. Quelques semaines plus tard, elle fut invitée à la Maison-Blanche. Dans la salle d'apparat, devant des responsables politiques, des citoyens et des familles de victimes, elle prit la parole d'une voix claire et posée. La véritable épreuve d'un système, dit-elle, ce n'est pas la manière dont il protège les puissants, mais la façon dont il protège les vulnérables. Parce qu'une nation qui ignore l'injustice finit toujours par la payer. Le silence qui suivit fut plus fort que les applaudissements. Son discours fut retransmis dans tout le pays, traduit, partagé, commenté. Et quelques mois plus tard, à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme, Amara Lewis représenta officiellement les États-Unis. Son message traversa les frontières, celui d'une femme qui, partie d'une humiliation publique, avait transformé la honte en réforme et la colère en espoir collectif. Ce soir-là, alors qu'elle quittait la tribune sous une ovation, Amara sut que l'histoire retiendrait ce moment, non pas comme celui d'un scandale, mais comme le début d'un changement durable. Un an avait passé depuis la tempête. Le pays avait changé, lentement, imparfaitement, mais durablement. Ce matin-là, Amara Lewis se rendait dans une école défavorisée de Baltimore. Les murs étaient couverts de fresques colorées peintes par les élèves, et dans les couloirs résonnaient des éclats de rire. Elle venait y parler de justice, de courage, et de ce que signifiait vraiment servir le public. Dans la salle de classe, une vingtaine d'enfants l'écoutaient, fascinés. Une fillette de 10 ans leva timidement la main. « Quand je serai grande, dit-elle d'une voix douce mais assurée, je veux être comme vous. Je veux changer les règles injustes. » Amara la regarda longuement. Dans les yeux de l'enfant, elle retrouva la même flamme qui l'avait animée toute sa vie, celle qui pousse à croire que la justice n'est pas un idéal lointain, mais un combat quotidien. Elle s'agenouilla, pour se mettre à sa hauteur, et répondit avec un sourire. « Alors commence aujourd'hui, parce que la justice ne doit jamais être un privilège, mais un droit pour tous. » Un tonnerre d'applaudissements d'enfants éclata dans la salle. Certains prirent des photos, d'autres lui offrirent des dessins. Amara sentit une chaleur sincère l'envahir, la certitude que le vrai changement ne venait pas des lois, mais des consciences éveillées. Plus tard, alors qu'elle quittait l'école, son téléphone vibra. Un message s'afficha, signé du nouveau chef de la police de Washington, « Madame la directrice, tous les agents sont désormais équipés de caméras corporelles. Le comité citoyen de surveillance est officiellement en place. Merci pour votre vision. » Amara resta immobile quelques instants, le téléphone dans la main. Le soleil couchant baignait la cour de l'école d'une lumière dorée. Elle leva les yeux vers le ciel, un léger sourire aux lèvres. « De petits pas, » murmura-t-elle. « Mais dans la bonne direction. » Puis elle reprit la route, son manteau flottant dans le vent du soir. Derrière elle,
les voix des enfants continuaient de résonner, pleines d'avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, Amara Lewis sut que son combat n'était plus seulement le sien, il appartenait désormais à toute une génération.